Je connais le président bien, je crois le connaître. Il fait des choses, mais il ne veut pas qu'on exagère. L'ADD se prépare sans relâche et il a d'abord envoyé des dépliants à travers tout le Cameroun qui décrivent le profil du candidat que je suis. Et ceci permet de faire la différence entre les candidats. Le candidat que je suis, c'est un candidat multidimensionnel, pluriel, à la différence des autres candidats qui n'ont qu'une seule expérience unidimensionnelle. Et même cette expérience, parfois, ils l'ont dans la rue. Ils ne l'ont pas, ils n'ont jamais été chefs de service dans l'administration ou dans la politique. Or, quand on est président de la République, on doit connaître tous les aspects des problèmes que doit gérer un problème à travers le pays. Qu'il soit humain, qu'il soit sociologique, qu'il soit politique, qu'il soit économique. Et le président doit être au cœur de tout et régler tous les problèmes et non apprendre et rigoler. Mais le candidat doit aussi avoir un programme. Il ne s'agit pas d'aller dire à une réunion j'ai tel programme et demain avoir un autre programme différent. Non, il faut qu'un parti politique, j'ai dit, c'est d'abord un programme pensé par le candidat, non pas par les autres, écrit, connu et diffusé pour répondre aux attentes du peuple. Mais ce n'est pas à moi de gérer la situation de la sécurité, c'est le ministère de la Défense et de la Sécurité qui ont des budgets conséquents. Chaque année, quand on fait le budget de la Défense ou de la Sûreté nationale, on prévoit que le pire peut arriver. Et c'est sur la base du pire qu'on fait le budget. Donc, ils sont dotés de moyens suffisants et efficaces. Et je crois qu'ils ont fait leur travail. Maintenant, les comités de vigilance, c'est en fait le comité d'autodéfense. C'est-à-dire, quand on veut brûler la maison de votre père, vous criez. Sinon, Boko Haram a des armes sophistiquées. Les comités de vigilance que je vois à Amchide, à Mora, à Kolofata, à Bunderi, c'est des gars qui ont des bâtons. Au maximum, une flèche. Ça, c'est comme la guerre des Camerounais et des colons en 1902. Alors donc, ce comité, il crie pour que les gens se sauvent. Mais de là à dire qu'il faut les reconvertir, il faut un concours. Ils doivent participer à des concours auxquels les autres citoyens ont postulé, sont admis et sont entrés à l'EMIAC ou à l'École supérieure de police. Et là, en plus de leur civisme, parce que là, ce qu'ils expriment sur le civisme, mais aussi la volonté d'autodéfense, de se protéger soi-même. Et les anglophones disaient également au niveau des postes de responsabilité, ils n'ont jamais été ministre de la Défense, jamais ministre de l'AT, jamais ministre de la Justice, jamais ministre de l'Éducation, etc. Là aussi, j'ai rendu compte. Et j'ai fait 5 propositions au président. Sur les 5, 4 sont déjà acceptés. Nommés des ministres anglophones. L'éducation et le MINAT. C'est désormais des anglophones. Alors que quand j'y allais, il y avait un ministre anglophone par région. Au sud-ouest, c'était la dame du contrôle de l'État. Et au nord-ouest, c'était le ministre chargé des forêts. Alors que les départements, qui n'ont qu'un ministre, se plaignent de n'avoir qu'un ministre, là-bas, c'est la région qui a un ministre. Chaque région, et là aussi, ça a été accepté. Et vous pouvez compter
l'éducation que les anglophones, c'est une dame anglophone qui est ministre des enseignements secondaires. Le MINAT est accordé à un anglophone. Même si on l'a un peu déchiqueté, en lui enlevant une partie de ses attributions. Bon, est-ce que c'est en fonction de celui qu'on va nommer qui ne s'y connaît pas en matière de décentralisation? Est-ce que c'est parce que le poids de l'administration risque de dépasser ses compétences? Toujours est-il qu'il y a un anglophone qui s'appelle ministre de l'administration territoriale. Ça, c'est résolu. Bon. Et dès que le rapport est arrivé, moins de 3 mois, il y a eu un mouvement préfectoral et un mouvement des magistrats. On a nommé maintenant le problème de phagocytose n'existe plus. Il y a égalité, tout comme les anglophones sont à Maroua, à Yokadouma, donc nous sommes dans une république où tous les citoyens doivent œuvrer pour le développement de la totalité du pays. Voilà pour ce qui est de la crise anglophone que je crois maîtriser, que j'ai comprise et que j'ai réussi à faire comprendre au président. Et en même temps qu'il a envoyé une délégation ministérielle dirigée par le Premier ministre, en même temps il m'a envoyé. Mais c'est mes propositions qui sont acceptées, à moins qu'ils aient fait eux aussi les mêmes propositions par coïncidence. Il aurait dû le faire avant que j'y aille. J'ai rencontré tous les chefs traditionnels, j'ai rencontré tous les politiciens de taille, ce n'est pas les plaisantins, et on a discuté et j'ai parfaitement saisi le problème et j'en ai rendu compte et les solutions sont en train d'arriver. Même la dernière qui n'est pas encore mise en œuvre. Je connais le président bien, je crois le connaître. Il fait des choses, mais il ne veut pas qu'on exagère quant à la pression sur lui. On lui dit de tenir un joint committee. Mais, parallèlement, il apprend qu'on a tué un militaire, que les militaires ont tué tel. Mais il dit, mais à ce moment-là, qui viendra à la réunion? Qui sera le vrai représentant de telle région ou de tel peuple? Je crois que c'est là où ça a calé. Sinon, c'est la seule chose qui reste, et cette chose est indispensable. On ne peut pas réconcilier les gens sans qu'ils se réunissent. Et ensuite, il n'y a aucune guerre qui soit infinie. Toute guerre finit par les consultations, par le dialogue. Où on veut que ça finisse, ça, il faut la consultation. Ou ça finira de tout seul. S'il n'y a pas de dialogue, je vous jure, vous allez apprendre que chacun est fatigué, il a déposé les armes ou il a pris la fuite vers Calabar ou je ne sais où. Le paysan qui n'est pas employé ne peut pas le sentir. Mais parce que Karl Marx parle du capitalisme et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce n'est pas de l'usine qui exploite votre oncle qui cultive le cocoyam. Vous comprenez? Alors donc, le problème, c'est entre le capitaliste qui a les entreprises et les travailleurs dans cette entreprise. Or, si celui-ci a le capital et l'autre a ses bras et son cerveau pour travailler, si celui-ci, on faisait en sorte qu'il soit plus intéressé à ce qu'il travaille et non qu'il se limite au salaire, qu'est-ce qui va arriver? On lui dit, tu es intéressé parce qu'il faut participer au capital. Tu acceptes qu'on prenne par exemple 10% de ton salaire sur X années et tu deviendras un shareholder, un actionnaire. Et ensuite, quand l'entreprise fera des bénéfices, si le nombre d'actions que tu as réussi à constituer pendant 5, 7 ans, 10 ans, selon ton salaire, tu auras une part de bénéfices. Donc tu deviens à la fois un travailleur et un actionnaire. Et j'ai dit que les travailleurs doivent être présents au conseil d'administration de l'entreprise.
d'abord, c'est déshonorant. Quand vous allez voir votre voisin, pardon, est-ce que tu peux pas me donner 500 pour les beignets d'aujourd'hui? C'est une honte. Les emprunts doivent d'abord être conditionnés par des projets capables de sécréter le remboursement de ces emprunts. Les emprunts, par exemple, vous construisez Nachigal. Vous savez que la vente d'énergie que procurera Nachigal sera supérieure aux échéances d'emprunt qui auront construit Nachigal. Je ne cherche pas à voir le sexe des gens. Je cherche le sexe des compétences. Si une dame est compétente, je ne vois pas en quoi je vais la mettre de côté parce qu'elle est femme et prendre un homme incompétent. Pour moi, l'approche genre, c'est l'approche compétence.